Bonjour, dans le cadre de la préparation de concours de médecine, nous allons voir aujourd'hui un QCM, physique et de chimie. Donc on commence par la physique. Question 1. La vitesse de propagation des ondes sonores dans l'eau est VE égale 1500 mètres par seconde. Et sa longueur d'onde est lambda E égale 30 centimètres. Alors que sa vitesse dans l'air est VA égale 300 mètres par seconde. La longueur d'onde lambda A de l'onde sonore dans l'air vaut. Alors on a ici quatre propositions. Lambda A égale 60, lambda A égale 6 cm, lambda A égale 150 cm et lambda A égale 15 cm. Alors dans l'air, on avait A égale lambda A fois N. Dans l'eau, on avait E égale lambda E fois grand N. Bien sûr, on a ici la même fréquence N, puisque la fréquence elle est indépendante des milieux de propagation. Alors on va faire le rapport de la première relation sur la deuxième relation. Donc VA sur VE égale lambda A sur lambda E, soit lambda A égale lambda E VA sur VE. Donc lambda A égale, donc lambda E c'est 30, bien sûr centimètres, VA c'est 300 sur 1500. Ça fait 3 fois 3 donc c'est 9. 15 sur 15 pardon fois 10. Bien sûr on a simplifié ici par et donc il reste un 10. Donc 9 c'est 3 fois 3. 10 c'est 5 fois 2. 15 c'est 5 fois 3. On simplifie par 5 par 3. Et on obtient lambda A égale à 6 cm. Donc c'est la réponse B qui est la réponse juste. Donc c'est la réponse B. Lambda A égale 6 cm. Question 2. Une onde sonore, une source laser produit un faisceau de lumière parallèle monochromatique de fréquence mu égale 5 10 puissance 14 Hz sur une fond de largeur θ égale 0,1 mm. On place un écran perpendiculairement à la direction du faisceau à une distance grand D égale à 2 cm de la pente. Ainsi, on obtient un phénomène de diffraction avec une tâche centrale de largeur 2L. On donne C égale 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, L égale 2,4 cm, L égale 0,75 cm, L égale 1,2 ou L égale 12 mm. Alors, on a θ qui est égal à lambda 0 sur A qui est égal, attention ici, donc on a noté la largeur de la tâche centrale c'est 2L. Donc θ égale lambda 0 sur A égale 2L sur 2. La moitié de la largeur centrale c'est 2L sur 2 qui divise D. Soit L égale lambda 0 fois D sur A. Avec lambda 0 c'est C sur nu, donc L égale C fois D sur nu fois A. C donc c'est 3 10 puissance 8, D c'est 2, nu c'est 5 10 puissance 14 et A c'est 10 puissance moins 4. Donc ça fait 3 fois 2 c'est 6, ici 5, fois 10 moins 4 plus fois 10 puissance 14, 10 puissance 10, donc soit L égale 6 sur 5, 10 moins 2. Donc L égale 6 sur 0,5 fois 10 puissance moins 3, multiplié par 10 moins 3 en haut et en bas. Donc 0,5 qui est égal à 1 demi, donc ça fait 12 10 moins 3 mètres, ou bien 12 mm. Donc c'est la réponse D, qui est juste L égale 12 mm. Donc onde le long d'une corde. On crée le long d'une corde une onde sinusoïdale progressive. La figure ci-dessous représente l'aspect de la corde à l'instant t1 égale à 0,02 secondes et à un instant t2. Le point S U est l'une des extrémités de la corde qui est source de propagation de l'onde mécanique. Elle commence son mouvement à l'instant t égale à 0. Donc on a l'aspect de la corde à l'instant t1 et l'aspect de la corde à l'instant t2. La question 3, donc la période t de l'onde est 5 millisecondes, 10 millisecondes, 15 millisecondes ou bien 20 millisecondes. Alors sur la figure, on a l'aspect de la corde à l'instant t1. À l'instant t1, l'onde a parcouru une distance d qui est égale à lambda. La distance est lambda. La distance parcourue par l'onde à l'instant t1 égale lambda. Donc t1, ça sera égal à grand T. Donc T1 égale à grand T, puisque par définition la longueur d'onde, la distance parcourue pendant une période. Donc
à l'instant T1, l'onde a parcouru une distance T égale lambda, ça veut dire que T1 égale à T qui est égal à 0,02 secondes ou bien 20 millisecondes. Donc c'est la réponse juste T égale 20 millisecondes. La célérité V de l'onde est 1 mètre par seconde, 2 mètres par seconde, 3 mètres par seconde ou bien 4 mètres par seconde. On a la célérité qui est égale V égale lambda sur T. Donc on a dit que T égale 20 millisecondes et lambda, donc c'est 8 cm. 4 cm plus 4, ça fait 8 cm. Donc la célérité de l'onde est V égale lambda sur T égale 8 10 moins 2 sur 2 10 moins 2, ça fait 4 mètres par seconde. Donc c'est la réponse D qui est juste. Donc 4 mètres par seconde. Question 5. La valeur de l'instant T2 est 60 millisecondes, 80 millisecondes, 100 millisecondes ou bien 150 millisecondes. Alors on a la célérité V égale à D2 sur T2. Donc T2 égale D2 sur V. Avec D2, distance parcourue, donc c'est donc 4, 8, 12, 16, 20 pardon, 4, 8, 12, 16, 20 et 24 cm. Donc T2 égale 24 10 moins 2 sur 4, ça fait 6 10 moins 2 secondes. Donc c'est la réponse A, 60 millisecondes. On peut aussi remarquer que à l'instant T2, la distance parcourue par l'onde, on a ici donc lambda, 2 lambda et 3 lambda. Donc on peut dire que T2 égale 3 lambda. Donc automatiquement, on peut déduire que T2, notre méthode, donc T2 égale 3 fois grand T. Puisque pendant une période, l'onde parcourt une distance lambda. Donc la distance parcourue à l'instant T2 c'est 3 lambda. Donc T2 égale à 3 T avec T égale à 20 millisecondes. Donc T2 pardon, égale 60 millisecondes. Donc une autre méthode. Donc la relation entre l'élongation du point B et C de la source S est alors Y de B à l'instant T, c'est Y de S à l'instant T moins taux. Avec taux c'est le retard entre le mouvement du point S et le mouvement du point B. Donc les réponses C et B sont des réponses à éliminer sont fausses. Donc ça reste soit YB égale à YS T moins, à l'instant T moins 0,3 ou YB égale à Y de S à l'instant T moins 0,03. Donc on calcule le retard entre les points S et B. Donc le retard entre le mouvement du point S et le point B, c'est SB sur V. Donc Y de B à l'instant T, c'est Y de S à l'instant T moins SB sur V. Donc c'est Y de S à l'instant T moins la distance SB, donc graphiquement, donc on a 4, 8, 12 cm, donc 12 10 moins 2 sur 4. Donc Y de B à l'instant T égale à Y de S à l'instant T moins, donc 2 sur 4, ça fait 3 10 moins 2, donc c'est 0,03. Donc Y de B égale Y de S à l'instant T moins 0,03. Donc c'est la réponse T qui est juste. Alors pour la question 7, la relation de la vitesse de propagation d'une corde le long d'une corde, pardon, la vitesse de propagation d'une onde le long d'une corde de masse linéaire mu constante et de tension F constante, FV égale F mu moins 1 tout à la puissance 1,5. Lorsqu'on double deux fois la longueur de la corde, la vitesse V' est, la vitesse ne change pas, V' égale de V, V' égale à V racine de 2, V' égale à V sur 2, ou V' égale, pardon, V sur la racine de 2. Alors on a V qui est égal, on va écrire la vitesse de notre façon, donc c'est la racine carrée de F sur mu, donc mu moins 1, donc c'est F sur mu, la racine carrée, donc c'est F sur mu à la puissance 1,5. Donc on peut écrire que V égale la racine carrée de F sur mu égale F fois L sur M, puisque mu est égal à M sur L. La masse linéaire c'est M sur L.
Donc V' égale, lorsqu'on va doubler la longueur de la corde, donc on aura V' égale à F fois 2L sur M, soit V' égale la racine de 2 fois la racine carrée de F fois L pardon, sur M, qui est égale à la racine de 2 fois V. Donc lorsqu'on double la longueur de la corde, la nouvelle célérité de l'onde, c'est V' égale la racine de 2 fois V, donc c'est la réponse C qui est juste. Question 8. Un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde lambda 0 égale 900 nano appartient au domaine visible, au domaine des infrarouges, au domaine des ondes radio, au domaine des ultraviolets. On rappelle que pour les ondes lumineuses, c'est la longueur d'onde dans le vide en nanomètres. Donc entre 400 et 800, c'est le domaine visible. Donc, ce domaine entre 400 et 800, c'est le domaine visible. Pour lambda 0 supérieur à 800, c'est les infrarouges. Et pour lambda inférieur à 400, c'est les ultraviolets. Donc on a ici lambda qui est égal à 800 nanomètres. Donc le rayon, il appartient au domaine des infrarouges. Donc c'est la réponse B. Pour la question 9, une onde transversale se propage à la vitesse V1 le long d'un axe OX. Une deuxième onde se propage à la vitesse V2 en sens contraire sur le même axe. Donc une onde qui se propage de gauche vers la droite avec une célérité V1. Une deuxième onde qui se propage de la droite vers la gauche avec une célérité V2. À l'instant t égale à 0, les deux ondes 1 et 2 se trouvent respectivement en haut. Donc t égale à 0, l'onde 1 se trouve en haut et l'onde 2 se trouve en bas. On donne V1 égale à 30 cm par seconde et V2 égale à 20 cm par seconde. La distance D entre O et A égale 50 cm. Donc la question, la valeur de xm, abscisse du point M, lieu de rencontre des deux ondes est égale à 10 cm, 20 cm, 30 cm ou 40 cm. Donc on va faire les calculs. On a pour l'onde 1, V1 égale xm sur tm. Donc au point M, la distance parcourue par l'onde 1 c'est xm, la durée c'est tm. Donc tm égale xm sur V1. Pour l'onde 2, au point M, la distance parcourue par l'onde, par exemple on a le point M, on considère le point M, donc la distance parcourue par l'onde c'est d moins OM, OM qui est égal à XM. Donc la distance parcourue par l'onde 2 à l'instant TM c'est d moins XM sur donc V2 pardon égale à d moins XM sur TM, soit M égale d moins XM sur V2. Donc en égalisant les deux termes, on aura XM sur V1 égale d moins XM sur V2, soit V2 sur V1 égale d moins XM sur XM. Donc V2 sur V1 égale à d sur XM moins 1. D'où XM égale d que divise V2 sur V1 plus 1. Donc application numérique, XM égale d égale 50 cm, 50 que divise V2 égale à 20 cm par seconde, V1 c'est 30 cm par seconde plus 1. Donc c'est 50 sur 2 tiers plus 1, donc c'est 3 fois 50 sur 5. Donc 2 tiers plus 1 c'est 5 tiers. Donc le 3 on monte en haut, donc le 5 reste en bas. Donc 3 fois 50 sur 5. Donc on simplifie par 5, ça fait 3 fois 10, c'est 30 cm. Donc l'abscisse de point M est 50 cm. Donc la réponse juste c'est C.
Alors, on passe à l'exercice. Pour dater un morceau de bois ancien, on utilise la méthode de la datation au carbone 14, dont la constante radioactive est notée lambda. Dans cet échantillon de bois ancien, on mesure en moyenne 10 désintégrations par minute et par gramme de carbone 14. On donne chaque gramme de carbone d'un organisme vivant contient 7 puissance 10 atomes de carbone 14. Lambda égale 4 10 moins 12 secondes moins 1 égale 1 sur 1000, 8000 en moins 1. Donc on donne ici aide de calcul. Alors la question 10. L'activité de cet échantillon vaut 6 becquerels, 0,6 becquerels, 1 sixième becquerel ou 1 becquerel. Donc le becquerel par définition c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc on a ici pour cet échantillon 10 désintégrations par minute. Donc pour convertir en désintégrations par seconde, on va diviser par 60. Donc l'activité c'est 10 sur 60. Pardon. Alors A égale à 10 sur 60 pour convertir des intégrations par minute en des intégrations par seconde qui est égal à becquerel. Donc becquerel par définition c'est des intégrations par seconde. Donc on simplifie par bien sûr par 0. Donc c'est 1 16e becquerel. Donc la réponse c'est 1 16e, c'est la réponse c'est. Donc la réponse c'est. Question 11. Le nombre de noyaux radioactifs par gramme de carbone 14 contenu dans cet échantillon est. Alors pour déterminer le nombre de noyaux radioactifs, on a la relation entre l'activité A et le nombre de noyaux. A égale lambda fois n. Donc A égale lambda fois n, soit n égale A sur lambda. Attention dans cette expression, le A est en becquerel et il faut que lambda, la constante du temps, soit exprimée en secondes moins 1. Alors, on a n égale, donc A c'est 1 sixième, donc 1 sur 6 fois lambda, donc on doit prendre lambda en seconde moins 1, ça fait 4 10 moins 12. Donc c'est 1 sur 24 fois 10 puissance 12. Et on a 1 sur 24, pardon, c'est 4,2 10 moins 2. Donc c'est 4,2 10.2 fois 10 puissance 2, ça fait 4,2 10 puissance 10. Donc la réponse juste c'est la réponse A. Donc la réponse A qui est juste 4,2 puissance 10. Question 12. Le morceau de bois date de 5600, 2800, 1200 ou 4000. Donc on va faire les calculs en utilisant la loi de décroissance radioactive. N égale N0 exponentielle moins lambda fois T. Donc exponentielle lambda T égale N0 sur la N. Donc on va faire entrer la fonction ln et on trouve que T égale 1 sur lambda ln de N0 sur N. N0 c'est le nombre de noyaux, attends, c'est le nombre d'atomes de carbone 14 dans l'échantillon vivant, qui est donné dans l'énoncé, donc c'est 7 10 puissance 10 atomes. Et N c'est le nombre de noyaux de carbone à l'instant T qu'on a déjà calculé, c'est 4,2 10 puissance 10. Alors pour calculer le temps T en on va prendre lambda en moins 1, donc c'est 1 sur 8000. Donc 1 sur lambda ça fait 8000, donc c'est 8 10 puissance 3, ln de 7 10 puissance 10 sur 4,2 10 puissance 10. Et bien sûr on va s'appuyer par 10 puissance 10. Donc c'est 8 10 puissance 3, ln de 7 sur 42 fois 10 moins 1. 42 10 moins 1, donc le 10 moins 1 qui va monter en haut, donc c'est 10. 42 c'est 6 fois 7, on simplifie par 7, ça reste 10 sur 6. Donc T égale 8 10 puissance 3, ln de 10, moins 6, 3 fois 2, donc ln de 3, moins ln de 2. Alors pour les calculs, donc ln de 10 c'est 2,3, on a déjà appelé les données, ln de 3 c'est 1,1, ln de 2 c'est 0,7. Ça fait 8 10 puissance 3, donc 2,3 moins
1,1 moins 0,7. Donc moins 1,1 moins 0,7, ça fait moins 1,8. 2,3 moins 1,8, c'est 0,5. 0,5 fois 8, ça fait 4. 0,5 qui est égal à 1,2. Donc c'est 4 10 puissance 3 en, ou bien 4000 en. Donc c'est la réponse D qui est juste. Donc c'est la réponse D. Pour la question 12, pardon, ça y est, on a déjà répondu à la question 12. Donc la question 13, la quantité moyenne de carbone 14 par kilogramme de matière au cours des temps pour tout organisme vivant. Et, ou bien, pardon, augmente, reste constant, diminue, ou bien autre réponse. Alors, pour les êtres vivants, la quantité de moyenne de carbone 14, elle reste constante, puisque lorsque l'être vivant respire, donc il va garder la quantité de carbone 14 constante. À sa mort, cette quantité va diminuer progressivement à cause de la désintégration du noyau de carbone 14. Mais lorsque l'être vivant n'est pas encore mort, donc cette quantité elle reste constante. Cette quantité elle est renouvelée à l'aide de phénomène de la respiration. Donc lorsque l'être vivant respire, il va respirer le CO2 qui contient une portion de carbone 14 qui est radioactif. Et ainsi cette portion reste constante pour un être vivant. Jusqu'à sa mort, donc lorsqu'il est mort, cette quantité va diminuer progressivement selon la loi de décroissance radioactive. Question 14. Le radium Ra22688 est radioactif alpha. Le radium Ra est radioactif bêta moins. Données FRACTH. Choisir la bonne réponse. Le noyau de Ra 22688 est composé de 226 neutrons et 88 protons. Alors là, c'est une proposition qui est fausse. 226, c'est le nombre de nucléons, c'est pas le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons, c'est la différence de 226 moins 88. Donc la proposition A, elle est fausse. Le radium Ra et le thorium sont des isotopes. Donc une proposition qui est fausse. Donc les isotopes doivent avoir le même Z et des A différents. On a ici c'est le contraire. On a les mêmes A, des A différents. Donc ce ne sont pas des isotopes. Puisque le radium Ra est radioactif bêta-, son noyau fils est donc un noyau d'actinium AC. Donc le Ra qui est radioactif bêta-, il va se désintégrer pour donner un électron E-1, 0, plus un autre noyau. Alors on a le Ra 228 88. Donc d'après les lois de Sodé, le noyau fils X doit avoir un nombre de nucléons qui est égal à 228 et un nombre de protons qui doit être égal à 87. Pardon, à 88. 80, alors pardon, 88, on a moins 1 ici, donc c'est 89. Donc 89 moins 1, ça fait 88. Donc le noyau X, c'est 228, 89. Donc 89, donc c'est le noyau d'actinium. C'est le noyau qui a le Z égale à 89. Donc la proposition, elle est juste. Donc la réponse C est juste. Question 15. La diffraction des longueurs d'onde lambda par un obstacle de dimension θ se manifeste par une modification de sa fréquence. Alors la proposition, elle est fausse. Lors des phénomènes de diffraction, l'onde garde la même fréquence. B se manifeste par une modification de sa longueur d'onde. C'est faux. Lors de la diffraction, donc il n'y a pas de modification de la longueur d'onde puisque on reste dans le même milieu de propagation, donc pas de changement de la longueur d'onde. Qui sait, elle met en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière. Oui, c'est vrai, donc le phénomène de diffraction, elle met
en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière. Alors là, on a fini la partie de la physique, on va passer à la partie de la chimie. Alors pour la chimie, on commence par l'exercice 1. À 25 degrés Celsius, sous 1 bar, l'acide formique de constante d'acidité Ka et de masse molaire grand M est un liquide très soluble dans l'eau. On dispose d'une solution aqueuse S0 d'acide formique de densité D par rapport à l'eau et de pourcentage mastic de 75% en acide formique pur. On désire préparer un volume V1 de solution S1 de concentration molaire C1 en acide formique par dilution de la solution S0. La masse volumique de l'eau est notée ρ indice O. Question 1. La concentration molaire C0 de la solution S0 a pour expression. Alors on va déterminer l'expression de la concentration de la solution commerciale. On va noter C0. Alors C0 c'est P fois D fois ρ de l'eau sur grand M. Donc on n'a pas besoin de démontrer la relation, donc il faut la savoir. Donc C0 égale, on a P qui est égal à 75%, donc c'est 75 sur 100, D fois ρ de l'eau sur grand M. 75%, donc c'est 0,75, 0,75 qui est égal à 3 quarts. Donc on peut écrire que C0 égale 3 quarts D fois ρ de l'eau sur grand M. Notez que 3 quarts c'est 0,75 égale 75%. Donc la proposition juste c'est B. Donc la réponse juste c'est la réponse B. Question 2. Le volume V0 de la solution S0 nécessaire, à la préparation du volume V1 a pour expression. Alors là, on va faire la relation de la dilution. Donc C0 fois V0 égale C1 fois V1, soit V0 égale C1 V1 sur C0. Donc c'est la réponse C. La réponse juste, c'est la réponse C. Question 3. Le taux d'avancement final, taux de la réaction de l'acide formique avec l'eau dans la solution S1, vérifie la relation suivante. Alors on a ces 4 relations. Alors on a Ka égale, donc la constante d'acidité de la réaction d'un acide avec l'eau, K égale à C1 taux carré sur 1 moins taux. Bien sûr cette relation il faut la prendre, donc on n'avait pas le temps de la démontrer. Donc Ka sur C1 égale, ou bien Ka sur C1 fois 1 moins taux égale à taux au carré, soit taux au carré plus Ka sur C1 fois taux moins Ka sur C1 égale à 0. Donc la réponse juste c'est la réponse C. L'exercice 2. Dans une fiole jaugée de capacité 500 ml, partiellement remplie d'eau distillée, on introduit avec précaution une masse πm égale 610 mg d'acide benzoïque C6H5COH noté HA. On agite puis on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On obtient une solution SA de concentration CA. La mesure de pH de cette solution a donné pH égale à 3,1. On donne la masse molaire d'acide benzoïque, grand M égale 122 g par mol, et on prend 10 à la puissance moins 0,1 à peu près égal à 0,8. Alors question 4, la valeur des taux d'avancement final de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau vaut. Donc taux égal à 4 10 moins 1, taux égal à 8 10 moins 1, taux égal à 8 10 moins 2, taux égal à 8 10 moins 3, autre réponse. Alors on va faire les calculs pour répondre à cette question. Donc on a taux qui est égal à x final sur x max égal à x final, x max c'est n0, égal à x final sur n0 qui est égal à la masse sur la masse molaire. Avec x final c'est n de h3 plus égale 10 moins pH fois v. Donc il suffit de faire un petit tableau d'avancement. Donc taux égal 10 moins pH fois v fois la masse molaire sur petit m. Donc c'est 10 puissance moins 3,1 fois le volume qui est égal à 0,5 fois la masse molaire égale à 122 sur la masse c'est 110 mg, donc il faut le convertir en grammes. 10 moins 3. Donc on va décomposer 10 moins 3,1, c'est 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 0,1, 10 puissance moins 0,1 c'est 8 10 moins 1 fois 0,5 fois 122, c'est 110 qui est égal à 122 fois 5. On va simplifier par 122, simplifier par 10.3,
0,5 c'est 5 10 moins 1, on simplifie par 5, ça reste 8 10 moins 2 est égal à 8%, donc c'est la réponse C qui est la réponse juste, donc c'est C. Le taux d'avancement égale 8 10 moins 2, ou bien 8%. L'expression de la constance pKa des couples HAA- en fonction de taux et C est. Alors on a ici différentes expressions, on va essayer d'établir l'expression exacte. Alors on a Ka qui est égal à Ca, taux au carré sur 1 moins taux, donc pKa égale moins log de Ka qui est égal à moins log de Ca fois taux au carré sur 1 moins taux. Donc le pKa qui est égal moins log de Ca moins log de taux au carré qui est égal à moins 2 fois log de taux moins log de 1 moins taux qui est égal à plus log de 1 moins taux. Soit pKa égale log de 1 moins taux moins 2 fois log de taux moins log de Ca. Donc c'est la réponse B qui est la réponse juste. Alors pour l'exercice 3, une transformation chimique est associée à la réaction d'équation suivante. 2 fois grand A plus grand B qui donne 2 fois C plus 3D. Où les espèces chimiques A, B, C, D n'ont pas besoin d'être précisées. Le volume du mélange réactionnel est 250 ml. Alors les mesures ont permis d'établir le tableau d'avancement. Ici d'avancement, l'état du système, donc l'état initial. On a ici l'état final. La masse molaire de grand D est 100 grammes par mol. Question 6, le taux d'avancement final de cette transformation est 0,5, 0,25, 0,75, 1. Autre réponse. Il faut faire les calculs. On commence. La taux égale x final sur x max. Alors on va commencer par déterminer x final. Donc on va prendre par exemple, d'après le tableau d'avancement, n final de composé C. Alors n final de C, c'est 2 fois x final égale à 0,1. Donc n final de C égale 2x final. Donc x final égale à n final de C sur 2, qui est égal n final de C c'est 0,1 sur 2, ça fait 0,05 ou bien 5 10 moins 2 mol. Donc pour déterminer x final, on a pris le composé C. La même chose, donc on peut prendre le composé D. Ça va donner les mêmes résultats. Si on prend le D, on a n final de D égale 3x final. Donc n final de D. Ou bien on a x final égale à n final de D sur 3. N final de D, de D qui est égal à 0,15 ou bien 15 10 moins 2 sur 3, ça fait 5 10 moins 2. Donc soit on prend le composé C ou bien le composé D, on va retrouver la même valeur de x final qui est égale à 5 10 moins 2. Alors pour le x max, donc c'est la méthode classique. On suppose que le A est le réactif limitant, on calcule x max 1. On suppose ensuite que B est le réactif limitant et on calcule x max 2. Et en comparant les deux valeurs, on va prendre la valeur de x max et la plus petite valeur. Bien sûr, à l'état final, si on suppose que la réaction est totale, on aura pour le composé A 0,4 moins 2x max. 0,4 moins 2x max et on suppose bien sûr que la réaction est totale. 2x max. Pour B, on aura à l'état final n0 qui est égal à 0,3 moins x max. Donc le conditionnel c'est 1, donc moins x max. Alors, on a donc à l'état, pour calculer x max, on a soit 0,4 moins 2x max 1 qui est égal à 0. Donc on aura x max 1 égale à 0,2 mol. Ou bien 0,3 moins x max 2 égale à 0. Si on suppose bien sûr que B est le réactif limitant, x max 2 égale à 0,3 mol. Donc en comparant les deux valeurs, donc on a x max qui est égal à 0,2 mol. Donc la plus petite valeur de x max, donc c'est 0,2 mol. Et le A est le réactif limitant. D'où taux égal x final c'est 5 10 moins 2 sur x max c'est 2 10 moins 1. Ça fait donc 5 sur 2 c'est 2,5
10 puissance moins un ou bien 0,25. Donc la réponse juste c'est, pardon, c'est la réponse B. Taux égal 0,25. Alors, je vais reprendre pardon, les calculs. Donc 5 10 moins 2 sur 2 10 moins 1. On s'appuie par moins 1, ça reste 10 moins 1. 5 sur 2, c'est 2,5. 10 moins 1, ça fait 0,25. Oui, c'est juste. À la question 7, la concentration massique des produits D est 60, 80, 120, 160, autre réponse. Alors, la concentration massique de l'espèce chimique, on rappelle sa définition, c'est la masse de cette espèce sur le volume. Alors, la concentration massique de l'espèce D, c'est la masse de D sur le volume. Donc, on va calculer la concentration. C massique de composé D, c'est M de D, c'est-à-dire M l'état final sur le volume. Donc, M, c'est la quantité de matière finale sur la masse molaire sur grand V. D'après le tableau d'avancement, on a N final de D égale à 0,15. Donc c'est 0,15 fois la masse molaire qui est égale à 100, 100 pardon, c'est 10 puissance 2, et le volume, on a un volume de 250 millilitres. Bien sûr qu'il faut le convertir en litres, c'est 0,25. Donc ça fait 0,15, donc c'est 15 10 moins 2, 0,25 c'est 25 10 moins 2, 10 moins 2 simplifie, ça reste 15 qui est égal à 5 fois 3, sur 25 qui est égal à 5 fois 5, le tout fois 10 puissance 2. On simplifie par 5, ça reste 3 sur 5, 10 puissance 2, on vient 30 sur 5 fois 10. 30 sur 5, 30 pardon, sur 5, c'est 6 fois 10, ça fait 60 grammes par litre, donc c'est la réponse A qui est juste. Concentration massique, c'est 60 grammes par litre. Alors la question 8. La vitesse volumique de la réaction peut s'écrire sur la forme. Alors la proposition A, elle est fausse. Donc V c'est 1 sur grand V dx sur dt. La réponse B, elle est fausse. Donc il faut avoir ici un signe plus. Il est faux, qu'il y a un signe moins. La réponse C, alors là, c'est la réponse qui est juste. La vitesse est égale à 1 tiers la dérivée de d sur dt. On va démontrer la relation. Pardon, donc on a la vitesse par définition c'est 1 sur v dx sur dt. Avec à l'instant t, on a n de d égale 3x. Donc la concentration de d fois le volume égale 3x, soit x égale 1 tiers fois grand V fois la concentration de d. Donc dx sur dt égale 1 tiers fois V, c'est constante, fois la dérivée de la concentration de d sur dt. Donc en multipliant par grand V, donc la vitesse égale 1 tiers, le V simplifie, la dérivée de d sur dt. Donc c'est la réponse C qui est juste. Alors remarque d'une façon générale, c'est on a une équation chimique petit a grand A plus petit b grand B, qui est donc petit c grand C plus petit d grand D. Bien sûr, grand A grand B sont les réactifs, grand C grand D les produits, petit a petit b petit c et petit d les coefficients stoichiométriques. On démontre que la vitesse de réaction en fonction de concentration des produits V égale 1 sur petit c, la dérivée de c sur dt, la dérivée de la concentration de c sur dt, en fonction de la concentration de d, 1 sur petit d, la dérivée de grand D sur dt. En fonction des réactifs, on a toujours V égale moins 1 sur petit a, la dérivée de la concentration de A sur dt, qui est égale moins 1 sur petit b, la dérivée de la concentration de B sur dt. Alors notez bien sûr que la vitesse elle est toujours positive, donc on a ici un signe moins. Donc c'est pas un problème puisque la concentration de A, le A qui est un réactif, sa concentration va diminuer au cours du temps, donc la dérivée sera négative. Avec le moins, ça donne une valeur qui est positive. Alors ça c'est l'expression de la vitesse de façon générale. On soit
la concentration des produits ou bien la concentration des réactifs. Alors, question 9. Question 9. Une solution aqueuse acide a toujours un pH inférieur strictement à 7. Alors là, c'est une proposition qui est fausse. Une solution acide a toujours un pH inférieur à pKe sur 2. C'est ça la définition des solutions acides. 7, c'est à 25 degrés. Mais de façon générale, pour avoir une solution acide, il faut avoir un pH inférieur à pKe sur 2. Bien sûr, Ke, c'est le produit ionique de l'eau. Pardon, pKe sur 2. C'est ça la définition des solutions acides. Proposition B, une solution aqueuse basique a toujours un pH supérieur à 7. Bien sûr, c'est faux. Pour une solution basique, il faut avoir un pH supérieur à pKe sur 2. Une solution aqueuse est neutre si son pH égale à pKe sur 2. Alors là, c'est une proposition qui est juste. Donc c'est ça la définition des solutions neutres. Une solution est neutre si son pH égale à pKe sur 2. Une solution acide, c'est le pH est inférieur à pKe sur 2. Une solution est basique, c'est le pH est supérieur à pKe sur 2. Donc la question 9, c'est la réponse, c'est la question 10. Au cours d'une transformation chimique, le quotient de réaction QR diminue au cours du temps, augmente au cours du temps, reste constant au cours du temps, tend vers la constante d'équilibre K. Alors la première position, elle est fausse. Donc le quotient de réaction, il peut diminuer, comment il peut augmenter. La même chose pour B. La réponse C, reste constant au cours du temps. C'est faux, elle varie. Et la dernière proposition, c'est la proposition juste. Alors toujours dans une réaction chimique, la quotient de réaction tend vers la constante d'équilibre K. Toujours, le quotient de réaction a tendance à tendre vers la constante d'équilibre K. C'est la réponse juste. Question 11. Lors d'une dilution, le taux d'avancement augmente et la constante d'équilibre diminue. Alors là, la première partie, elle est juste, le taux d'avancement augmente, mais la deuxième partie, elle est fausse, la constante d'équilibre diminue, c'est faux, puisque la constante d'équilibre, elle est indépendante de la composition initiale du système, donc elle ne varie pas lors d'une dilution. La constante d'équilibre dépend tout simplement de la température. Donc la proposition A, elle est fausse. La proposition B, le taux d'avancement final, le taux d'avancement diminue et la constante d'équilibre diminue. Alors là, des propositions elle est fausse, le taux d'avancement doit augmenter, la constante d'équilibre doit rester constante. Donc la proposition elle est fausse. Pour C, le taux d'avancement reste constant et la constante d'équilibre augmente. C'est faux. Le taux d'avancement va augmenter et la constante d'équilibre doit rester constante. Donc c'est la proposition C qui est juste. Le taux d'avancement augmente et la constante d'équilibre reste constante. Donc la dilution, il influe sur le taux d'avancement, il fait augmenter le taux d'avancement, mais il n'a pas d'influence sur la constante d'équilibre. Donc c'est la proposition D qui est juste. Donc, il est juste. La dernière question. Lorsqu'on double la température du milieu réactionnel, le temps de demi-réaction des milieux augmente, ne varie pas. Autre réponse. Donc si on double la température du milieu réactionnel, donc la vitesse de réaction augmente, la réaction devient plus rapide, donc automatiquement le temps de demi-réaction doit diminuer. Donc c'est la proposition A qui est juste. Et ainsi se termine ce QCM. Merci de votre attention et à bientôt.